Bonjour à tous, merci d'être fidèles au lundi de la mémoire. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monique Edbeau. Monique Edbeau, comme vous le savez, est professeure des écoles retraitées. Elle est germaniste, licenciée d'allemand et détient de plus un master d'histoire contemporaine. Elle nous parlera aujourd'hui de la tragique histoire des Tziganes déportés depuis la zone rattachée et tout particulièrement du convoi Z, dont elle est une des spécialistes, ou plutôt même la spécialiste. Alors, elle sera accompagnée pour cela par Odile Louage, que je ne présente plus, car vous la connaissez tous. Voilà, Odile, tu as la parole. Donc, ensuite, bonjour à tous et bonjour Monique. Tu t'es spécialisée dans un domaine très pointu de l'histoire de la dernière guerre et j'aimerais savoir en fait de quelle population tu parles exactement. Est-ce que ce sont des Tziganes, des nomades, des bohémiens, des Roms, hein? Si tu nous pouvais préciser ces choses en commençant. Oui, d'abord, bonjour à tous. Oui, effectivement, je me suis spécialisée sur cette question-là et ceux qu'on appelle aussi les oubliés de l'histoire. Alors, la difficulté, effectivement, quand on parle des tziganes, des nomades ou des bohémiens, il y a vraiment une difficulté parce que personne n'est d'accord sur les termes. En fait, par exemple, moi qui travaille avec les Allemands, si je parle des Zigeuners, les Allemands vont me regarder en me disant mais elle utilise un mot qui est une injure, qui est une insulte pour la mémoire de ce peuple, cette population. Eux parlent de Sinti et de Roms. En France, quand on parle de Sinti, ça ne veut pas dire grand-chose, on va plutôt parler des Manouches. Les Roms, ça évoque beaucoup plus. Alors, on parle à une certaine époque, les gens parlaient de bohémiens, de romanichels, ça ce sont des termes très, très méprisants qui n'ont plus cours, mais c'est donc très, très difficile d'avoir quelque part un consensus sur le terme utilisé et une historienne qui vient de sortir un livre récemment a parlé de collectif Romani. Donc, elle en rajoute et je trouve qu'elle ajoute à la confusion. Alors, si on fait référence à l'histoire, il faut reprendre les travaux de linguistes et d'historiens qui ont observé, qui ont remarqué, analysé, étudié qu'il y a une population, et là la carte, la première carte est intéressante. Donc, on la lance, voilà. Voilà, donc il faut lancer la première carte. Oui, voilà. Donc, cette première carte est intéressante parce qu'elle montre l'arrivée d'un groupe de personnes qui viennent du nord-ouest de l'Inde vers le Xe siècle. Bon, alors là, on n'a pas beaucoup de sources pour ça. Et les linguistes, alors les linguistes sont très très importants parce que ils ont beaucoup analysé aussi le langage utilisé et c'est comme ça qu'ils ont pu déterminer le passage dans certaines régions. Alors, on voit sur cette carte l'arrivée au XIVe siècle avec des couleurs de plus en plus foncées et on voit cette migration avec une focale sur notre région, Pays-Bas, Bruxelles, Arras, Tournai. Et à Tournai, il y a même un texte qui dit en 1422 que c'était des gens étranges et ils ont beaucoup marqué les Flamands qui les voyaient arriver. Donc ça, c'est pour ce peuple qu'on va appeler Tziganes, égyptiens, Tziganes. Il y a différentes façons de les désigner selon la région où ils sont passés. Alors,
Les tziganes, il y a plusieurs qualificatifs. Alors, on va parler plutôt de manouches, là où ils sont passés par les pays germaniques. Alors, pour frapper un peu l'esprit et pour synthétiser, je vais dire que, par exemple, Django Reinhardt, c'était un manouche. Et donc, ses ancêtres sont passés par l'Allemagne, par des pays germanophones. Quelqu'un comme Manitas de Platas, lui qu'on va qualifier plutôt de gitan, fait partie de ceux qui sont passés par le sud de l'Europe et arrivés en Espagne. Donc, on voit bien les différences entre la musique manouche et puis la musique andalouse des gitans est très différente. Donc, il y a vraiment... comment dire, des cultures très, très différentes. Et ajouter à ça ceux qui sont arrivés à la fin du 19e siècle, qu'on appelle Roms ou Hongrois, qui ont été libérés du servage. Alors, tous ne sont pas arrivés en Europe de l'Ouest, dans nos contrées. Certains sont restés dans des pays tels que j'entends par téléphone. La Hongrie ou bien la Roumanie. C'est les numéros qui me disaient, tu vois. Et, s'il vous plaît. Oui. Non, parce qu'on entendait quelqu'un. Oui. Merci, fermez vos micros. Il faudrait fermer les micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ceux qu'on appelle les Roms ou Hongrois sont arrivés dans nos contrées vers la fin du 19e siècle. Et moi, j'ai rencontré des gens qui se disent hongrois. Ils sont ni gitans, ni manouches, ni roms, ils sont hongrois. Donc, il y a vraiment une diversité de populations et de culture aussi. Et ça se traduit dans la musique, dans les habitudes, et ça, c'est très, très net. Alors, ça, on va dire, c'est une origine historique, géographique bien précise. Mais à cette population se sont agrégés des gens qui nomadisaient, on va dire, qui étaient itinérants et qui n'avaient rien à voir avec ceux qui venaient de l'Inde. Et ce sont des laissés pour compte. Ce sont des nomades, ce sont des itinérants, des marchands ambulants, des colporteurs. Et tout ça donne cette population très, très diverse et qu'il est difficile de qualifier avec un seul terme. Et on le verra après dans le traitement de la question raciale. Donc après, on peut passer aussi aux autres diapositives. Donc, pour parler de notre cas français, à partir de quels critères sont-ils définis comme tziganes? Alors, en France, il n'y a pas de catégorie raciale. Oui. C'est ça qu'il faut voir. Donc, la France les a définis par leur façon de vivre, en fait, par leur itinérance. Et donc les a qualifiés de nomades, en fait. Donc, ce sont les critères qui ont permis de les définir. Et là, on voit justement, il s'agit de professions ambulantes et de nomades. Alors, donc, alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que la France ne reconnaît pas de catégorie, de définition raciale ou ethnique, mais néanmoins, quand on regarde le bulletin des communes, pour permettre aux maires d'appliquer la loi du 16 juillet 1912, il y a quand même une mention ethnique où on parle des tziganes et on reprend tous les qualificatifs qu'on retrouve dans leur histoire, en fait. Donc, c'est un mélange. Alors, donc ça, c'est assez typique de la France, mais en même temps, la Belgique, par exemple, elle les a
les a définis aussi par le critère de la mobilité. Il y avait, alors là, vous voyez, par exemple, j'en reviens à la loi de 1912, les nomades, donc on ne va pas dire tziganes pour la France de 1912, ces nomades sont donc rangés dans une catégorie bien précise. Ils sont nomades et à une époque où les Français n'ont pas de carte d'identité, ça il faut vraiment le souligner, cette catégorie de population a un traitement spécifique. Ils ont un carnet anthropométrique avec toutes leurs caractéristiques physiques, avec les empreintes digitales, avec une photo de face et de profil. Et en ça, comment dire, en ça, ils rejoignent une autre catégorie qui, elle, a un document d'identité, mais pas pour des bonnes raisons, ce sont les criminels. Donc, les premiers à bénéficier en France d'une pas identité, mais d'une identification morphologique précise, ce sont les criminels et les nomades. Donc ça, c'est vraiment typique, c'est un régime d'exception parce que les Français de l'époque, alors il commence à y avoir beaucoup de mobilité en France pour le travail, il commence à y avoir un exode rural avec l'industrialisation, mais les Français n'ont pas de documents d'identité et c'est la parole donnée, ce sont les gens qu'on connaît. Mais pour les nomades, c'est vraiment très, très particulier. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un carnet d'identification, un carnet anthropométrique, mais c'est également un carnet de circulation. Donc, les nomades arrivent dans une commune, ils doivent aller à la mairie, faire viser le carnet, et quand ils partent, ils doivent également faire viser ce carnet. Ce qui fait que ces carnets sont très, très remplis, et on peut voir tous leurs itinéraires. Alors, le problème, c'est quand ils arrivent dans une commune un samedi et que la mairie est fermée et que la gendarmerie arrive le samedi ou le dimanche, ils ne sont pas en règle, et très, très souvent, ils sont verbalisés, sanctionnés et même arrêtés, incarcérés pour défaut de carnet anthropométrique ou bien alors défaut de cachet dans leur carnet. Donc là, ils sont donc repérés avec ce carnet. Et en plus, ils ont, là, sur l'autre diapo, on voit une plaque sur leur véhicule. Alors, leur véhicule, ce sont les roulottes, en fait. Et là, non seulement ils ont ce carnet anthropométrique qui les range à part, mais ils ont une plaque sur leur véhicule, donc j'ai envie de dire, on ne risque pas de les louper. Et là, j'ai trouvé cette plaque aux archives départementales de la Nièvre, où il y a énormément de documents. Donc, voilà pour le régime français. Définition à partir de la mobilité, mais pas que, j'ai envie de dire, puisqu'on les range quand même dans une catégorie. Et il faut dire aussi que dans cette catégorie de nomades sont rangés les forains, bon, ceux qu'on trouve dans nos ducasses, hein, qui disent « mais non, mais nous, on n'a rien à voir avec ces gens-là ». Et puis, il y a aussi les marchands ambulants. Par exemple, un directeur de théâtre qui se déplace avec son théâtre a lui aussi un carnet anthropométrique d'ambulants. Là, j'en ai trouvé aux archives dans le Pas-de-Calais. Donc, les marchands ambulants, les colporteurs qui vendent leur production aussi, les artistes disent « nous, on n'a rien à voir avec les nomades ». Et là, on rejoint finalement dans les faits des critères, on va dire, ethniques. Là, c'est très, très clair. Alors, je dois simplement dire que la Belgique, là, donne des feuilles de route à ceux qui ne sont pas sédentaires, ceux qui sont enregistrés qui ne sont pas dans les registres de population. Et l'Allemagne, elle, va
à un autre système parce qu'il y a des recherches. Les Allemands sont à la recherche des Aryens, des premiers Aryens, donc définition raciale, et certains aimeraient qu'il y ait un document biologico-héréditaire pour chaque Allemand qui permettrait de définir les Aryens, les non-Aryens, et le grand problème, ce sont les métis entre les deux. Donc là, il y a un centre de recherche en eugénisme et en biologie des populations. Donc l'Allemagne, elle, est vraiment dans des critères ethniques et dans des expertises généalogiques et ethniques pour définir cette population. Et en Allemagne, il y a eu environ 30 000 dossiers pendant la Seconde Guerre. En France, là, pour conclure avec cette question, il y a environ, mais là aussi, 30 000 carnets anthropométriques qui sont délivrés en 1924. Donc, c'est en fait ça représente très peu de monde, en fait. 30 000, on va dire, il y en a peut-être un petit peu plus, mais sur 42 millions de Français, c'est une question... mais qui a beaucoup mobilisé le législateur, la police, les brigades du Tigre. Donc, on a fait des gens à problème, des gens dont il fallait se méfier, avec beaucoup de folklore. Et là, ils sont vraiment rangés dans une catégorie à part. Et en fait, après, ils vont être pris justement dans toute la logique raciale qui va arriver avec la Seconde Guerre. En fait, c'était des gens qui faisaient un peu peur quand même, me semble-t-il, aux populations, notamment rurales. Hein. Oui, il faisait peur aux populations rurales, mais je dois dire, quand moi j'ai commencé mes recherches, donc dans les années 2002-2003, quand j'ai trouvé des archives sur eux et puis que j'ai dit dans mon entourage, bon, ben maintenant il me faut des témoins pour écrire cette histoire, j'ai tapé aux portes des caravanes que je rencontrais sur mon chemin. Et dans mon entourage, on m'a dit, mais Monique, oh, qu'est-ce que tu vas pas faire? Donc, même encore maintenant, il y a beaucoup d'idées préconçues qui traînent sur eux, quoi. C'est ce que j'ai remarqué, moi, dans mes propres recherches. Donc, tu disais que tu travailles avec Malines et le musée de Malines. Alors, pour quelle raison ce lien avec la Belgique? Alors, le problème, c'est que la France, après l'armistice du 22 juin 1940, la France a été divisée en zones. Voilà. Et là, ben oui, on le voit à l'écran, il y a donc un éclatement de la France en zones. Alors, alors souvent, les historiens parlent de la zone occupée et la zone libre, mais il y en a beaucoup qui ignorent qu'il y a différents cas de figure, puisque bon, il y a la zone d'occupation italienne, oui, certes, mais il y a la zone annexée, c'est-à-dire l'Alsace-Moselle, qui est annexée et qui fait partie intégrante du Reich. Donc là, ce sont les lois du Reich qui s'appliquent à l'Est. Mais le Nord-Pas-de-Calais, lui, est détaché de la France, rattaché à Bruxelles. Et là, c'est une décision personnelle de Hitler. Ce n'était pas dans la convention d'armistice. Et le Nord-Pas-de-Calais, donc, est rattaché à Bruxelles, donc dépend de Berlin et va dépendre des lois du Reich. Alors ça, Jacqueline Duhem, précédemment, a beaucoup en a parlé parce qu'elle a beaucoup étudié cette zone et elle a publié des ouvrages sur le sujet. Mais en fait, on est vraiment détaché du reste de la France. Alors la spécificité, c'est qu'on dépend de Vichy aussi. On dépend de l'OFK 670,
Mais c'est le FK 670 qui a le dessus sur Vichy, puisque toutes les lois, les décrets pris par Vichy sont agréés par l'OFK si l'OFK le décide. Mais donc, il y a primauté des lois du Reich pour nous quand ça arrange les forces d'occupation. Donc, c'est bien pour ça que on a des grandes différences en France. Et dans la diapo suivante, on va le voir, il y a un traitement différent pour les nomades et les tziganes. Donc là, dans le reste de la France, on va parler de nomades. Dans notre région, on va parler de tziganes. Alors ça, on voit toute la spécificité. Alors, le régime de Vichy, en fait, a interné les tziganes. Alors, il y a le camp de Salier, qui est un camp modèle. Le camp de Lannemezan. Il y a des camps mixtes, des camps qui ont servi pour les républicains espagnols, qui ont servi pour les juifs étrangers, etc. Dans la zone occupée, qui relève de l'autorité allemande, on voit là, vous voyez cette multitude de deux points rouges, et vous voyez qu'il y a énormément de camps qui ont été décidés par l'Allemagne, enfin décidé par les troupes, par l'autorité allemande. C'est la décision du 4 octobre 1940. Les Allemands décident qu'il y aura internement des nomades tziganes dans des camps gérés par les Français. Alors, il y a environ une vingtaine de camps, mais alors là, c'est parfois difficile de dire combien il y a des camps, parce qu'il y a des plus petits camps qui sont parfois éphémères, qui sont rattachés à des camps interrégionaux comme Montreuil-Bellay, Jargeau, etc. Donc, c'est parfois un petit peu difficile. Mais en tout cas, très, très vite, il y a un traitement particulier pour les nomades tziganes. Il y en a environ 6500 qui vont être internés en France. Hors Nord-Pas-de-Calais, hors zone rattachée à Bruxelles. Mais en fait, les Allemands, les forces d'occupation n'ont pas eu trop de mal finalement à créer les camps et à traiter la question nomade tzigane, parce que dès la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, les autorités militaires françaises ont assigné à résidence les nomades. Donc, très, très vite, en octobre 1939, il y a assignation à résidence. Ça, c'est très, très peu connu. Là, je suis en train de travailler là-dessus pour l'assignation à résidence dans la Nièvre. Et arrivera après, beaucoup plus tard, en avril 1940, là, une circulaire généralisant l'assignation à résidence et la définissant et disant qu'ils sont assignés à résidence. Donc là, c'est encore la France. C'est avant l'invasion. La France décide donc de les assigner, de les interner. Et les Allemands n'ont eu qu'à utiliser ce qui a été décidé par la France avec la décision du 4 octobre 1940. Donc voilà pour les différents traitements. Et alors, je dois dire aussi que pour le Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas d'assignation à résidence et il n'y a pas d'internement, il n'y a pas de camp. Ce qui fait que ceux qui ont évacué, parce que les nomades en mai-juin 40 ont évacué comme les autres. Mm-hmm. Et quand ils se sont rendus compte que ils pouvaient être assignés à résidence ou internés, ceux qui avaient des attaches dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique ont fait des pieds et des mains pour revenir dans notre région, parce qu'il y avait le sentiment très, très illusoire qu'ils seraient protégés. Or là, ils sont venus, j'ai envie de dire, se mettre dans la gueule du loup, en fait. Mais ils se sont arrangés, ils sont remontés dans le nord. Là, j'ai beaucoup de cas de figure, comme les Lagrenais que j'ai beaucoup étudiés, puis d'autres. Et ils sont venus ils sont remontés dans le nord, là où ils avaient des attaches, des itinéraires récurrents. Et
bon, certains se sont regroupés dans leur roulotte, leur caravane, mais d'autres se sont carrément sédentarisés. Et à Roubaix, il y avait tout un quartier vers la rue Édouard Rancel où ils se sont regroupés. Donc, on les retrouve regroupés surtout à Roubaix. On va les retrouver près de Douai, on va les retrouver à Avesnes. Donc, comment dire, c'est cette assignation en résidence et la peur d'être interné qui les font revenir dans le Nord. Alors là, il y a une carte avec justement l'OFK 670 et la façon dont le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique sont dirigés par les autorités allemandes, donc en liaison directement avec Berlin. Voilà. Donc, les conditions de vie dans les camps d'internement sont finalement très difficiles, si je comprends bien, puisqu'ils ont envie de venir dans le Nord. Et pour quelles raisons? Comment se fait-il que cette population ait été ainsi maltraitée finalement? Alors, ce qu'il faut voir, quand ils sont assignés à résidence, ils sont assignés à résidence dans un seul canton. Donc, ils ne peuvent pas bouger de leur canton. Alors, ceux qui sont vanniers, qui ont besoin d'osier, qui se trouvent dans le canton d'à côté, mais ils ne peuvent pas bouger. Et puis, quand ils ont vendu leur panier dans leur canton, et la population qui n'est pas très riche, on est en période de restrictions extrêmes, les gens ne vont pas racheter des paniers s'ils n'en ont pas besoin. Donc, il faut qu'ils aillent dans d'autres cantons pour être colporteurs, etc. Donc, il y a une très, très grande difficulté pour eux. Et les autorités françaises disent très clairement, on ne crée pas de camps de concentration parce qu'il faudrait les nourrir. Donc, ceux qui sont assignés à résidence, en fait, sont gérés par les mairies et les mairies reçoivent des pétitions pour les expulser. Donc, ce que font parfois les préfets, c'est qu'on expulse dans le département d'à côté. Et là, il y a des arrangements entre préfets. Et les plus remuants, on va dire, on les met dans des camps d'internement. Mais moi, de tous des témoignages que j'ai recueillis pour la guerre, les gens me disent on était des voleurs de poules. Oui, c'est vrai, mais on était condamnés à être des voleurs de poules parce que c'était des petits rapéneux, comme disent certains. Là, moi, je le retrouve dans les archives. Il volait du bois de chauffage, il volait des pommes de terre, il volait de quoi survivre. Et ils avaient les bons d'alimentation par la mairie, des points textiles. Mais les mairies disaient, mais pourquoi? C'est nous qui gérons ça. Et dans le canton d'à côté, ils n'ont pas de nomades. Donc, ce sont nos finances qui sont éprouvées. Donc, il y a de la concurrence, mais ce sont essentiellement les maires qui sont face aux nomades et avec des réactions très, très hostiles des populations. Là, ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qui va arriver à ces nomades qui se sont réfugiés en zone rattachée? Ils peuvent vivre convenablement pendant quelques mois ou quelques années. Et à quel moment la catastrophe va-t-elle arriver? Alors, ils arrivent à se débrouiller. Bon, moi, j'ai recueilli quelques témoignages. Bon, par exemple, je vois les Lagrenais qui étaient des manouches, qui étaient des musiciens. Bon, ils faisaient un petit peu d'animation près de Douai. Ils animaient des bals. Bon, il fallait respecter le couvre-feu, mais ça, c'était pour toute la population. Mais ils arrivaient à se débrouiller et à survivre, à se déplacer plus ou moins. Bon, ils étaient vanniers, essentiellement vanniers. Bon, alors, il y avait des artistes de cirque, il y avait des rétameurs, mais bon, les manouches étaient plutôt vanniers et musiciens, mais ils vivotaient, ils arrivaient à se débrouiller. Et ce qui se passe, c'est que bon, ils ont quand même cette impression illusoire de ne pas être trop touchés. Ça, c'est clair.
Ils savent très bien qu'il y a des déportations et l'année 1942, c'est l'année tragique pour les Juifs avec les grandes rafles de l'été, donc le Veldiv en juillet 42. Pour nous, le Nord-Pas-de-Calais, c'est le 11 septembre 1942 avec encore d'autres rafles. Mais les nomades tziganes semblent être plus ou moins épargnés. Parce que c'est vrai que pour le Reich, la priorité, c'était la question juive et la solution finale. Et il y a donc un effet retard pour les tziganes, et la déportation des tziganes donc, est programmée un peu plus tard. Donc, c'est le fameux décret d'Auschwitz. Voilà, c'est ça. Donc, le décret d'Auschwitz du 16 décembre 1942, alors, on ne connaît pas l'original. Donc, alors, celui qui trouvera l'archive originale, vraiment, là, il sera encensé par tous les historiens. On ne connaît ce décret d'Auschwitz que par le décret d'application. Et là, je l'ai laissé en allemand volontairement, mais il n'y a pas besoin d'être germaniste pour comprendre. Non. Donc, il est décidé in einer Aktion. Ça fait partie du langage codé des Allemands nazis. Une action, souvent, ce sont des actions spéciales. Von wenigen Wochen, donc c'est une action de quelques semaines. Mais une fois passées ces quelques semaines, il n'est pas dit ce qui va se passer. Et Konzentrationslager, dans un camp de concentration. Donc, est programmée la déportation des nomades tziganes de la zone rattachée, en fait, à Birkenau. Alors, il est dit que ça concerne les tziganes, les Mischlings, c'est-à-dire les métis, les Zigeuner roms, ceux qui viennent des Balkans, etc. Donc, il y a toute une série, les manouches aussi. Donc, il est dit très, très clairement qui doit est concerné par cette action de quelques semaines. Alors, ce qui se passe aussi, alors, entre les raciologues nazis, il y avait des divergences, différents courants d'opinion. Alors, certains voulaient garder les tziganes, j'ai envie de dire, pure souche, pure, parce qu'ils rêvaient d'une race pure aryenne. Et donc, ils voulaient garder cela un peu comme des monuments historiques. Et tous ceux qui avaient perverti la race aryenne, les Mischlings, les métis, tout cela devait aller dans un camp de concentration pour une action. Alors, ce qu'on remarque de toute façon, et même en Allemagne, une fois qu'il y a des rafles, ceux qui raflent ne cherchent pas à savoir quel est le degré de pureté et quel est le degré de métissage. On arrête et on envoie à Birkenau, en fait. Et à Birkenau, il y a donc ce fameux camp, un camp spécifique pour la... Alors voilà, donc je reviens un tout petit peu en arrière, on est avant Birkenau. Donc voilà les rafles de l'automne 1943. Ils sont donc arrêtés à l'automne 1943, alors que l'ordre a été donné en mars 1943 de les arrêter. Là aussi, il y a un effet retard. Alors, pourquoi? Là aussi, on aimerait trouver cette décision de mars 1943. Là aussi, les historiens aimeraient la retrouver. Et on remarque avec cette carte des arrestations différentes choses. C'est qu'on voit près de la frontière allemande, à Mazeick et Hasselt, ce sont des familles allemandes qui ont été repérées, identifiées, même, j'ai envie de dire, mesurées, donc selon des critères physiques qui sont recensés comme tziganes. Et quand ils ont compris les menaces qui pesaient sur eux, ils sont passés de l'autre côté de la frontière et ils sont passés côté belge, espérant échapper aux grandes rafles du Reich. On voit aussi que dans le département du Nord, donc, il y a une sédentarisation, mais oui, à Roubaix.
Donc, c'est là, cette sédentarisation fait qu'ils ont été arrêtés. De l'autre côté de la frontière, pas très loin, à Tournai, ce sont des tziganes, nomades tziganes norvégiens qui n'ont pas pu repartir en Norvège, qui voudraient venir en France, mais la France n'en veut pas, et finalement qui restent stationnés à Tournai en Belgique, qui vont être arrêtés. Là, il y en a une cinquantaine qui sont arrêtés. Roubaix, c'est plus de 160. Il y a une petite rafle à Flers-en-Escrebieux, donc là, ce sont les Lagrenais. Il y en a une quinzaine qui sont arrêtés. Poix du Nord, il y en a une dizaine. Et puis, dans le Pas-de-Calais, il y a quelques familles qui sont arrêtées. Alors, Hénin-Liétard, enfin maintenant aujourd'hui Hénin-Beaumont, Vimy, Aix-Noulette, il y a quelques familles qui sont arrêtées. Là, ce sont plutôt, on va dire, des Roms, alors que dans le département du Nord, ce sont plutôt les Manouches. Frévent, ce sont des Manouches, des Vaniers qui étaient là dans la vallée de la Canche. Et à Aussy-le-Château, là où il y avait une famille, il n'y a pas eu d'arrestation. Donc, on manque vraiment, vraiment d'archives pour documenter ces arrestations et ces rafles. Et justement, là, je suis en train de travailler justement sur les familles et là où il y a eu des arrestations et là où il n'y en a pas eu. Là, on manque vraiment, vraiment d'archives. Tu nous dis à quoi correspond le MBB, s'il te plaît? Ah, Militärbefehlshaber in Nordfrankreich, belgienne. Donc, c'est le commandement militaire allemand pour la Belgique et le nord de la France. D'accord. Voilà. C'est le commandement militaire. MBF. MBB, oui, voilà. C'est, pour simplifier, c'est ce qu'on appelle, nous, la zone rattachée à Bruxelles, en fait. Voilà. Et donc, on voit toutes ces arrestations qui sont programmées qui sont opérées entre, on va dire, octobre 43 et décembre 43, mais c'est vraiment très, très, très ciblé. Mais là, je le redis, on manque vraiment d'archives parce qu'il y a dû y avoir des listes. Pour les Juifs, il y a eu des recensements, il y a eu des listes, alors que pour les nomades tziganes, il y a des carnets anthropométriques, donc ils sont clairement identifiés, et les Allemands ont vraisemblablement utilisé toutes les listes, à la fois de la sûreté publique en Belgique et chez nous pour la police pour les étrangers. Mais on n'a pas les listes de départ. Et moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, en fait, je suis partie de la liste qui était à Malines, la Zigeunerliste, la liste des tziganes, où j'ai travaillé en amont et en aval pour reconstituer cette histoire, en fait. Voilà. Donc là, on est ils sont dans l'œil du cyclone avec un effet retard par rapport aux grandes rafles des Juifs, mais ils sont visés par des lois du Reich qui veulent un territoire Zigeunerfrei ou Rhein, épuré de ces tziganes et de ces Juifs. Mais, je leur dis, là encore, on n'a quasiment pas d'archives. Voilà. Et ils sont arrêtés par qui exactement? La police allemande, Alors, ils sont arrêtés par la police allemande. Oui. Mais là aussi, c'est un peu, on va dire, le même scénario que pour les Juifs. C'est la Felt gendarmerie, c'est la SIPO SD, avec l'aide de la police française. Donc, on a vraiment les mêmes caractéristiques et il y a des témoignages. Là, j'avais interviewé un mineur qui avait assisté à la rafle de Flers-en-Escrebieux. Il partait à la mine, donc il a entendu. Il m'a dit, je n'ai pas demandé mon reste, mais il m'a dit, j'ai entendu parler français et allemand. Et c'est vrai que dans les quelques textes qu'on a, on voit bien que ce sont les Allemands qui sont aux commandes, mais ils sont aidés par la France, enfin par la police française. Et ils vont être expédiés de quelle façon? Alors, est-ce que c'est le même processus que pour les Juifs, en fait, des trains, Alors, justement, ils sont arrêtés vraiment dans différents endroits du Nord-Pas-de-Calais en Belgique.
Alors, essentiellement, je connais plus le Nord-Pas-de-Calais, mais ils transitent par les prisons, les maisons d'arrêt locales, et ils sont regroupés à la prison de Los-les-Lilles. Alors, dans ce que je suppose être le quartier allemand, mais Antoine Lagrenet me dit on était dans la partie dans l'abbaye, donc la partie du XVIIIe siècle de la prison de Los-les-Lilles. Ils sont d'abord passés par les services allemands du CIPO-SD, où ils sont identifiés. Après, donc, très vite, ils sont envoyés à Los-les-Lilles. C'est intéressant de voir, c'est que l'OFK 670 était à Lille et ils ont retenu la prison de Los-les-Lilles parce qu'elle était très importante, mais elle était juste à côté de l'OFK 670. Donc, il n'y avait pas très loin pour les emmener, pour aller les chercher, pour les interroger. Et ça, c'est en général pour toute la déportation. Donc, ils arrivent ils sont à Los-les-Lilles pendant quelques temps et après, ils sont tous regroupés à Malines. C'est un camp de rassemblement pour les Juifs qui est ouvert fin juillet 1942. Et là aussi, tous les Juifs du Nord-Pas-de-Calais vont transiter par la prison de Malines. Alors là, on a beaucoup de témoignages. Et les tziganes, eux, sont regroupés ils sont au deuxième étage, dans le fond de la cour, dans 2 salles. Et donc, il faut imaginer, il y a plus de 350 personnes dans 2 salles. C'est dans des conditions inhumaines, indignes. Et c'est au point que les Belges, enfin, l'encadrement du camp dit bien qu'il y a un traitement particulier pour les tziganes à Malines et des détenus juifs en parlent aussi. Il y a eu des écrits et il y a une dame qui est juive peintre qui dit ils étaient encore plus misérables que tout le monde. Et alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les Juifs qui sont internés à Malines ont parfois des colis par la Croix-Rouge ou par les familles qui ne sont pas très loin, mais les tziganes, eux, sont livrés à eux-mêmes. Ils vivent dans des conditions de promiscuité indignes. On les fait se promener dans la cour. Ils sont même lavés au jet d'eau, il y a des témoignages. Ça a vraiment frappé les esprits pour ceux qui sont passés par Malines. Alors, la photo que vous avez, c'est une photo que j'ai prise du haut de l'extension de Malines. Alors, la prison, là, elle est très belle. Ce sont des logements sociaux, mais de très beaux logements sociaux. Mais Malines, à l'époque, n'avait pas tout à fait la même allure. Hein. Ça, c'est clair. Donc, ils sont tous regroupés. Il y a une naissance également à Malines. Et c'est là où c'est la CRIPO, donc la police criminelle, qui établit les listes. Donc, la CRIPO est venue spécialement à Malines pour établir les identités, contrôler encore une fois les identités, et puis pour établir les listes, c'est la Zigeunerliste, la liste des tziganes, en prévision du départ du convoi Z, en fait. Oui. Et ce fameux convoi Z que tu as particulièrement étudié. Oui. Donc, ce convoi Z, ce sont 351 personnes. Oui. Qui sont déportés. Et le convoi démarre le 15 janvier 1944, arrive à Birkenau le 17 janvier. Et alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a une liste de 351 noms. Et quand on regarde la liste d'arrivée à Birkenau, il y en a toujours 351, mais il y a 2 noms qu'on ne retrouve pas. Ils sont partis et on trouve 2 autres noms qui n'étaient pas au départ à Malines.
Alors, il y a peut-être eu des oublis, il y a eu un rajout, là c'est un petit peu difficile à dire, mais ça montre aussi que les deux qui ne sont pas enregistrés à Birkenau, ce sont des décès dans le transport. Et du témoignage pour le voyage de Malines à Birkenau, c'est ils n'avaient pratiquement rien à manger. Quand par moment ils ont pu descendre, ça c'est Antoine Lagrenet qui me l'avait dit, mais ils étaient déshabillés, sans doute pour les empêcher de fuir, mais là aussi ce sont des conditions indignes. Bon, 50 par wagon, ça on le sait, c'est la norme. Donc ils arrivent à Birkenau le 17 et alors la grande différence avec les autres convois de déportation, parce qu'il y a 28 convois qui sont partis de Malines, donc de la fin juillet 42 à juillet 44, il y a donc des différences parce qu'ils arrivent à Birkenau et ils ne sont pas sélectionnés. Alors, ils sont d'abord, il y a la quarantaine, ils sont tatoués, rasés, comme tous les autres. Oui, voilà le camp de Birkenau. Et ils ont donc un traitement spécial. Ils sont en famille, au point qu'on l'appelle ce camp des tziganes, dans le langage courant, c'est le langage c'est le camp des familles. Ils restent en famille. Alors, ils sont tous mélangés. Donc, il y a les 351 du convoi Z. Il y a des tziganes allemands aussi. Il y a des tziganes qui viennent d'un peu partout. Alors, entre les Français, les tziganes français et les tziganes allemands, ça ne se passe pas très, très bien. Et les capots qui sont désignés pour faire régner l'ordre, ce sont souvent des tziganes roms. Donc les Allemands vont jouer aussi sur les différences culturelles, les différences de nationalité, et donc ils restent ensemble. Alors, ils sont regroupés ensemble, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit juste au-dessus du camp des tziganes l'hôpital des détenus. Oui. En fait, c'est là où officiait le docteur Mengele. Alors, Mengele, oui, mais Mengele, c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Parce que Mengele travaillait avec des universitaires allemands, des biologistes, et toutes des expériences médicales qui étaient là, c'était pour l'université allemande, pour les universitaires allemandes. Toutes les expériences médicales sont là pour l'université allemande, avec des médecins allemands. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'une des spécificités aussi pour le camp des familles, alors ils sont en famille, certes, mais les femmes et les fillettes, à partir de 11 ans, sont stérilisées. Et là, c'était très difficile d'avoir des témoignages. J'ai trouvé deux témoignages et les femmes étaient stérilisées au formol. Donc, il fallait scléroser les trompes. Alors, c'était fait de façon massive, industrielle, ce qui fait que parfois, ce que j'ai noté, moi, chez les tziganes survivantes, il y a quand même eu des grossesses. Bon, Joséphine Lagrenet a réussi quand même à avoir une fille. Et par contre, la maman d'Antoine Lagrenet, Marie Lagrenet, a fait fausse couche sur fausse couche en raison très, très vraisemblablement de cette stérilisation. Alors, j'ai trouvé un document. Alors, sur des fillettes de 11 ans, on recherchait des gonocoques. Mais donc, alors le lien entre cette recherche de gonocoque et stérilisation est difficile à établir, mais en tout cas, il y avait une attention particulière pour les femmes. Alors, pourquoi les stériliser? Là aussi, c'est la question. Là aussi, on n'a pas. Alors, est-ce que c'est un génocide à retardement pour qu'il n'y ait pas de descendance? Est-ce que c'est aussi pour éviter que ces femmes tombent enceintes parce qu'après, elles ont été sélectionnées en fonction de leur aptitude pour des camps de travail et des commandos?
Donc là aussi, on a vraiment l'histoire des nomades tziganes, c'est un peu comme un puzzle où il manque vraiment beaucoup de pièces. Là, c'est clair. Alors, donc, ils sont juste à côté du bloc où il y a les expériences médicales. Et là, Antoine Lagrenay m'en a longuement parlé. Et les Tziganes savaient très bien ce qui se passait. Ils étaient juste à côté de la rampe. Alors, le dessin, ce plan qu'on voit, là, j'ai mis printemps 1944 parce que les Tziganes, les Juifs, n'entraient pas tout de suite dans le camp. C'est après, quand il y a eu l'arrivée massive des Hongrois, qu'une rampe a été créée pour une entrée directement dans le camp. Et encore certains disent ceux qui arrivaient à Birkenau n'entraient pas dans le camp parce qu'ils étaient exterminés immédiatement. Mais l'image qu'on voit de Birkenau actuellement, cette entrée, ce portail, en fait, il est récent, il date de avril-mai 1944. Mais les Tziganes qui étaient là savaient très bien ce qui se passait, et il y a d'ailleurs eu une révolte dans le camp de Tziganes quand les Allemands ont voulu liquider le camp tzigane, ça c'est sûr. Et ce que je dois dire aussi, c'est que ils ont été alors d'abord le camp tzigane, même s'ils restent en famille, et pour les Juifs qui arrivent, ils sont enviés, ça c'est clair. Une dame m'a dit, mais moi j'ai été sélectionnée à l'arrivée, j'ai perdu toute ma famille. Et elle dit, quand je voyais dans le camp de Tzigane ces gens qui restaient ensemble, en famille, je les enviais. Sauf que le 2 août 1944, le camp de Tzigane était vide. Il y avait un silence de mort. Et tout simplement parce que dans la nuit du 2 au 3 août 1944, le camp tzigane a été liquidé. Alors, ceux qui étaient aptes au travail avaient déjà été envoyés à Ravensbrück pour les femmes, à Buchenwald pour les hommes, et il en restait à peu près une centaine du convoi Z. Ils ont été exterminés, gazés donc cette nuit-là. Et en fait, ce sont 3000 tziganes qui ont été éliminés cette nuit-là. Alors là aussi, la question qui se pose, pourquoi avoir attendu donc, pourquoi le 2 août? Alors, même si c'est vrai, il y avait déjà eu une première tentative pour liquider le camp tzigane, mais pourquoi ces tziganes-là étaient en attente? Pourquoi? Alors, certains disent que ceux que j'appellerais les raciologues nazis n'étaient pas forcément d'accord entre eux sur ce qu'il fallait faire des tziganes. Donc là, le camp tzigane est vidé en tout cas, et après, c'est entre autres pour faire de la place aux convois qui arrivent pour la déportation des Hongrois, parce que là aussi, les convois qui arrivent, il y a une sélection, mais pour la mort, ce qu'on appelle maintenant la mort industrielle et immédiate, mais pas que, puisque le Reich a besoin de main-d'œuvre pour les camps et pour les commandos de travail. Donc là, il y a une sélection, et juste avant, et Antoine Lagrenay et d'autres que j'ai repérés partent le 2 août à destination de Buchenwald et des autres commandos de travail. Juste, donc il y a une sélection, une ultime sélection pour les camps de travail, pour ceux qui sont aptes au travail, pour les envoyer donc à Ravensbrück et à Buchenwald et les commandos. Voilà. Alors finalement, il y a ceux qui ont survécu. Donc je rappelle les chiffres. Donc là, on va passer au bilan. Voilà. Voilà, tu as le bilan, Odile? Oui, je te le passe. Voilà. Donc au départ, ils sont 351, on va même dire 353 qui partent de Malines. Ça, c'est le fameux convoi Z. La moitié meurt entre janvier et mars 1944.
Donc, c'est la maladie, les épidémies, la faim, les sévices, les expérimentations. Les plus fragiles meurent immédiatement parce que ils sont… Déjà, il faut voir qu'ils ont été mis à mal à Malines. Les conditions d'internement à Malines étaient dramatiques. Donc, c'est une population très, très affaiblie. Donc, le camp est un véritable mouroir. Donc, la moitié disparaît en 3 mois. Et de toute façon, c'est ce qu'on retrouve dans certains textes, la durée de vie d'un déporté, c'est 3 mois. Si au bout de 3 mois, ils ont survécu, c'est qu'on peut encore en faire quelque chose. Donc là, c'est vraiment quantifié, même les rations alimentaires. Donc là, la moitié disparaît. Après, il y a ceux qui sont gazés à Birkenau, donc dans la nuit du 2 au 3 août 1944. Donc, il y en a une centaine, un peu plus d'une centaine du convoi Z, donc des Belges et des nordistes. Et de toute cette masse de personnes déportées et du camp des familles, il y en a 68, seulement 68, qui, eux, sont transférés entre avril et août 1944, donc Buchenwald-Ravensbrück, mais ils ne restent pas. Alors, Antoine Lagrenet, là j'en parle beaucoup d'Antoine, mais Antoine reste à Buchenwald. Antoine, c'est l'exception. Ils sont envoyés à Buchenwald pour partir sur d'autres commandos. Et le commando le plus connu, qui est devenu après un camp, c'est le camp de Mittelbau-Dora. Et là, j'ai rédigé des notices. Il y a 22 notices d'hommes, de tziganes, qui sont à Dora. Et en fait, dans la mesure où ils n'ont pas de qualification professionnelle, on les utilise pour des travaux de terrassement particulièrement pénibles. À Ravensbrück, il y a d'autres commandos de travail, et parce qu'il faut voir que le Reich, toute l'économie allemande est au service du Reich et au service de la guerre. C'est la guerre totale depuis 1943. Et sur les 68, ah oui, je dois dire aussi que les femmes sont beaucoup utilisées pour l'industrie de guerre. Et Joséphine Lagrenet était dans le commando de Schlieben et c'était des commandos où on fabriquait les grenades à main. Et on les faisait manipuler des produits chimiques très, très corrosifs. Et elles avaient la peau jaune, donc là, et elles manipulaient des produits sans précaution. Alors, sur les 68, en fait, il en reste 32. Et ce sont les femmes aussi qui payent un très lourd tribut. Et il reste 19 hommes. Donc, ce sont les survivants. Donc, moins de 10% qui ont survécu sur les 353 de départ. Alors, je n'en ai pas parlé, mais les mêmes lois raciales se sont appliquées pour les Pays-Bas. Il y avait un autre camp à Westerbork. Là, c'est le convoi du 19 mai 1944 avec un taux de survivants un tout petit peu plus élevé, tout simplement parce que le convoi est parti un peu plus tard. Donc, c'est ça qui explique ce taux de survivants un petit peu plus élevé. Alors, il y a eu des déportations isolées. Alors, pourquoi? Ils ont été repérés en tant que tziganes, mais c'est difficile de dire comment ils ont été repérés et ceux qui n'ont pas été repérés, comment ils ont fait, quelles stratégies ont été mises en place. Et puis, ce qu'on peut noter aussi, il y a quelques déportations à partir de la France. Donc, j'ai dit qu'il y avait de l'assignation à résidence ou des camps d'internement en France, mais il y a eu quelques déportations à partir de la France. Alors, ils sont repérés dans les convois en tant que nomades tziganes, mais pas forcément déportés en tant que tels. Ils sont repérés dans les convois. Alors, pourquoi si peu, dont le terme est malvenu, mais il y en a peu en fait. Alors,
pourquoi ils ont été déportés. Alors, parfois en tant que droit commun, puis parfois aussi, sans doute, pour compléter un convoi de déportés. Mais ça aussi, c'est un travail qui reste à faire sur la déportation à partir de la France, à partir des autres zones que le Nord-Pas-de-Calais. Donc là, voilà le bilan de la déportation, et le Nord-Pas-de-Calais, donc rattaché à Bruxelles et au Reich, donc a connu la déportation raciale, à la différence du reste de la France. Oui, quand on regarde les pourcentages de survivants, il est bien évident que c'est beaucoup plus comparable à ce qui s'est passé pour les Juifs que pour les déportés de répression. De répression, oui, bien sûr. Là, le pourcentage de retour est quand même beaucoup plus important. Oui, oui. Les Juifs, c'est plutôt de l'ordre de 5%. Voilà. De le taux de survivants. Pour les Tziganes, en tout cas Nord-Pas-de-Calais, moins de 10%. Et c'est, comment dire, et c'est une déportation plus tardive aussi, c'est ça qu'il faut voir. Parce que s'ils avaient été déportés en 1942, les taux seraient encore beaucoup plus bas. Parce qu'il faut voir aussi que dans les camps, il faisait partie quelque part d'une sous-catégorie. Et dans les camps eux-mêmes, les témoignages montrent que les Tziganes étaient très, très mal vus. Ça, c'est clair. Mais là, il y a vraiment tout un travail qui reste à faire justement sur ces déportations si spécifiques, avec des spécificités également très, très, très françaises. Donc là, on a vraiment un effet retard par rapport au judéocide, par rapport à la déportation des Juifs. Oui, tu parlais des notices que tu as rédigées concernant le camp de Dora. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus là, puisque c'est une publication récente de la coupole là? Oui, oui, oui. Alors, il y a eu un très, très gros travail initié, enfin piloté par Laurent Thierry. Donc, il y a un dictionnaire des 9000 déportés de Dora. Et c'est la coupole Elfaux, puis bon, le service historique de la Défense, qui ont voulu redonner une identité, une épaisseur, un visage aussi à ces déportés de Dora. Donc là, Laurent Thierry est en train d'assurer la promotion de cet ouvrage, mais le faire connaître. Surtout, donc là, il se déplace dans toute la France. Chaque famille de déportés reçoit ce dictionnaire. Donc, il y a un tirage très, très important. Et moi, donc, j'avais été sollicitée pour rédiger justement les notices des déportés de Dora, parce qu'ils étaient à Mittelbau-Dora, mais tous ne sont pas restés non plus à Mittelbau-Dora. Ils étaient parfois à Elrich, etc. Donc, j'ai rédigé ces notices et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et dans la rédaction de ces notices, quelles archives tu as utilisées, et est-ce que tu as pu tenir compte de ce qu'avaient pu dire les rescapés? Est-ce qu'ils ont écrit ce qu'ils avaient vécu? Est-ce que Alors, justement, là, j'avoue que quand j'ai commencé cette recherche, à un moment, je me suis dit, mais je ne m'en sortirai pas, je n'y arriverai pas. Ou alors, j'écris l'histoire du convoi Z sans les intéresser eux-mêmes. Donc, ça a été très difficile pour moi de rentrer en contact avec les survivants et même les familles. Il y a vraiment deux mondes, je ne vais pas dire parallèles, mais qui coexistent. Nous, on fait partie des gadgets. Alors, il y a une historienne, je n'ai pas envie de nommer, mais qui fait un peu un procès d'intention aux historiens qui ne se sont pas intéressés à cette déportation, qui ne se sont pas intéressés aux survivants. Mais moi-même, je peux témoigner de cette difficulté à les trouver, les localiser, les faire parler, parce que c'est une culture particulière. Il y a
Patrick Williams a écrit un livre qui s'appelle Nous, les morts, on n'en parle pas. Nous, on n'en parle pas. Parce que donc on détruit même tous les objets, tout ce qui a appartenu aux morts, on le brûle. Bon, avant on brûlait la roulotte aussi, maintenant moins. Non. Donc la caravane peut être revendue, mais en tout cas il y a un fait culturel par rapport aux tziganes, par rapport aux morts. C'est pas un peuple de souvenirs. Et justement, moi, je m'imaginais que la tradition orale m'aiderait beaucoup, mais non, j'ai un peu déchanté. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les survivants, c'est la même psychologie que les déportés. Quand ils rentrent des camps, comment dire l'indicible, l'insupportable, l'indicible. Même Antoine me disait, mais Monique, c'est pas la peine de leur en parler. Donc, à sa famille, ils comprennent pas. Donc, moi, je faisais partie de ceux, je ne vais pas dire qu'ils comprenaient. Moi je suis à la porte du camp. Mais j'essayais de comprendre, j'ai documenté cette question-là. Et avec Antoine, je pouvais avoir un dialogue. Avec d'autres déportés, d'autres survivants, je pouvais avoir ce dialogue. Mais Antoine me disait, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas. C'est pas la peine. C'est indicible. Et c'est pour ça que, Odile, tu te souviens, quand Antoine est venu à Bondu et avec Lily Léniel, Antoine a signé le livre d'or de Bondu et il a écrit « Merci de penser à nous les déportés ». Donc, il était à la fois nomade tzigane, mais en même temps, il avait une culture de déportés, d'identité aussi de déportés. Il se rattachait à ce monde des déportés, à ceux de son bloc à Buchenwald, qui l'ont protégé aussi. Ça, il faut bien le dire. Et pour lui, il y a eu des images masculines et presque paternelles qui l'ont aidé à se construire. Et donc là, c'est un personnage tout à fait curieux. Et à la différence de Joséphine, sa tante, qui, elle, a été livrée à elle-même, qui a vécu sans repère spatio-temporel, qui a été trinque-ballée, mais vraiment comme une marchandise, comme un Stück, un élément comptable, de camp en camp, de commando en commando, à la différence d'Antoine, lui, qui a pu beaucoup plus se structurer, j'ai envie de dire. Et donc, c'est pour ça que ça a été beaucoup plus facile avec lui de parler. Mais néanmoins, c'est très, très, très difficile de recueillir la parole de ces déportés. Et en plus, ils ne sont pas dans le monde de l'écrit. Donc, il y a très, très peu de témoignages écrits. C'est vraiment, il y a eu, alors, c'est José Gotovitch, un Belge, en 1976, qui a recueilli les premiers témoignages des Belges qui étaient à Malines et qui étaient dans le camp des familles. Donc, il y a eu un travail pionnier par un Belge, mais les Belges n'ont pas travaillé sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc, il y avait une espèce d'angle mort de la recherche, en fait. Ça, c'est clair. Oui, donc finalement, puisqu'on va bientôt devoir s'arrêter, oui, je vois ça. Les traces mémorielles de ce drame de la déportation des Tziganes, elles sont finalement très ténues. Est-ce qu'on a vraiment parlé de cette dramatique histoire? Non, parce que ce sont, je ne vais pas dire des mauvaises victimes, ce ne sont même pas des victimes de la mémoire grise, de la déportation, mais ce sont des gens qui étaient déjà marginalisés, ostracisés avant la Seconde Guerre mondiale, donc qui étaient dans un régime d'exception. Donc, et en plus, ce qu'il faut voir, et il y a une grande difficulté aussi pour l'Allemagne, et puis même pour nous, c'est que par moments, ils étaient arrêtés, déportés en tant que tziganes, mais aussi en tant que arbeitsscheu, donc asociaux, des réfractaires, des gens qui ont peur du travail, qui n'ont pas envie d'être insérés socialement, donc ils sont considérés non pas
pour des raisons raciales, mais pour des raisons sociales et en tant que délinquant. Donc, c'est une mémoire pour toutes ces raisons qui a eu vraiment beaucoup de mal à émerger. Alors, c'est pour ça que là, il y a la diapo avec Landrecies vers 1960. Et c'est la première plaque dans le Nord-Pas-de-Calais, parce qu'il n'y en a aucune dans le Pas-de-Calais. Là, il faudrait que monsieur le maire d'Hénin-Beaumont accepte de mettre une stèle pour la déportation des Tziganes. J'ai envoyé un courrier quand mon livre est paru, mais je n'ai pas eu de réponse. Mais à Vimy, à Frévent, il y a eu des déportations. Il n'y a pas de plaque. Par contre, à Landrecies, il y a cette plaque, mais il faut voir qu'elle est à l'initiative, en fait, des déportés de répression. Alors qu'à Landrecies et dans l'Avesnois, il y a une très, très forte mémoire de la résistance. Et il y a eu un grand monument en l'honneur de la déportation à Landrecies, puis certains ont dit, mais il n'y a pas que les résistants de répression. Alors, à l'époque, alors déjà, c'était compliqué de faire la différence entre répression et persécution, mais alors encore plus à l'intérieur de la persécution, de faire la différence pour ce qui relevait de la déportation raciale visant les Tziganes. Alors, il y a donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi dans cette plaque. Il est dit mort en déportation le 15 janvier 1944. Non. Ils ont été déportés de Malines le 15 janvier 1944. Et ce n'est pas marqué qu'ils sont déportés en tant que Tziganes. Alors, une information que j'ai eue il n'y a pas très, très longtemps, c'est une dame de cette famille, la famille Paulet, qui n'a pas été arrêtée, qui a fait en sorte avec les résistants de l'Avesnois qu'il y ait une plaque, mais elle a peut-être mis un peu la main au porte-monnaie pour qu'il y ait cette plaque. Mais en tout cas, c'était la première plaque dans le Nord pour la déportation tzigane. Et encore, ce n'est pas marqué qu'ils sont tziganes. C'est ce que j'allais dire. C'est voilà. Des noms qui... Alors, on peut, même les gens qui passent se disent Jonck, Klers, peut-être que ce sont des juifs. Oui, oui. Voilà. Donc là, c'est pour ça que là, la semaine du 23 avril de cette année à Poix-du-Nord, parce qu'en fait, ils n'ont pas été arrêtés à Landrecies, ils ont été arrêtés à Poix-du-Nord, il va y avoir une stèle spécifique pour ces 10 personnes qui ont été arrêtées, raflées à Poix-du-Nord le 24 décembre. Voilà. Mais les autres, on termine rapidement. Là, alors, il y a encore, voilà. Alors, il y a Malines, une plaque qui a été apposée en 1995 sur la caserne d'Ossin, mais cette plaque est à l'initiative de David Suskind, donc à l'initiative de la communauté juive belge qui ont dit il y a eu des juifs à Dossin, mais il y a aussi des tziganes. Donc il faut faire quelque chose. Alors il y a eu un petit comité pour récupérer de l'argent, etc., un appel au fonds, mais ce ne sont pas les tziganes qui l'ont, qui sont à l'initiative et qui l'ont financé. Donc, c'est vraiment une mémoire. Et là, alors là, ça, c'est grâce à la famille Lagrenet. Donc, c'est suite à mes recherches qu'il y a pu y avoir sur le monument aux morts, donc au même titre que les autres morts, il n'y a pas un monument spécifique, mais ils font partie des victimes civiles arrêtés, raflés à Pont-de-la-Dole et déportés à Birkenau. Donc là, monsieur le maire de Jean-Jacques Perrault, le maire de Flers-en-Escrebieux, a accepté immédiatement que ce soit gravé sur le monument aux morts. Et Antoine Lagrenet a été fait citoyen d'honneur de la ville de Flers-en-Escrebieux. Voilà l'état de la mémoire. Alors, simplement pour conclure, je dois dire qu'en France maintenant, il commence à y avoir, alors il y a les travaux pionniers de Gotovitch en 1976, mais il y a Marie-Christine Hubert, Emmanuel Filol qui ont écrit un ouvrage des Tziganes, un sort à part. Il y a Ilsen Aboud qui fédère tout un groupe parce qu'il va bientôt y avoir un guide des sources des nomades concernant les nomades pendant la Seconde Guerre mondiale pour toute la France auquel je participe. Donc ça, c'est le groupe de chercheurs pour la France.
Et les Allemands aussi, avec Heidelberg et Rome Archive, la Fondation Rome Archive à Berlin, qui est en train d'essayer de documenter la question, alors il ne faut pas dire Zigeuner pour les Allemands, la question Rome et Sinti, pour toute l'Europe avec toutes les spécificités. Donc là, il y a un regain d'intérêt pour cette question-là, pour un peu rattraper le retard, mais on est aussi, j'ai envie de dire, l'ère du témoin s'achève. Donc là, il faut à la fois croiser les archives et les tout derniers témoignages quand c'est possible. Donc voilà l'état de la recherche en France et en Europe avec, bon, j'ai envie de dire, des effets quand même très, très positifs. C'est... Ouf, on y arrive, on y arrive. Le rôle des historiens. Voilà, et là, je vais faire un peu de publicité pour voilà, c'est ça. le livre. Voilà, paru en 2018. C'est le mémoire que j'ai soutenu à l'université en 2013 et qu'après j'ai publié. Et c'est Michel Reynaud des éditions Tirésias qui a accepté bien volontiers, publié dans la collection Les oubliés de l'histoire. Et donc, ça fait le point sur la zone rattachée à Bruxelles et surtout le point d'orgue avec le convoi Z du 15 janvier 1944. Merci beaucoup, Monique. Voilà. On va peut-être passer aux questions. Parce que oui. Un petit peu de temps. Voilà. Vous pouvez prendre directement la parole pour poser des questions, simplement en désactivant votre micro. Je dois désactiver mon micro ? Non. Non, nos auditeurs, les personnes qui souhaitent poser des questions. Oui, je vois Catherine Bacot souhaite poser une question. Oui, j'aurais une question. Pourquoi le convoi Z? Pourquoi cette lettre? Alors, pourquoi Z? Z comme Zigeuner. Le Ze en allemand s'écrit Z, donc c'est la Zigeunerliste et le convoi Z. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que partie de Mali, il y a 2 autres convois Z, avec des Hongrois, des Juifs, etc. Alors, pourquoi? Alors, c'est Laurent Schramm qui a une explication. Elle pense que Z, c'était Sonderzug, mais il n'y a qu'un seul convoi Z avec des Zigeuner à bord, même s'il y a 2 autres convois Z qui sont peut-être des Sonderaktion, Sonderzug, voilà. Donc, pour ça, ce convoi Z très, très spécifique. Est-ce qu'on peut avoir le titre du livre? Le titre du livre, oui. Alors, des Tziganes vers Auschwitz, le convoi Z du 15 janvier 1944. Mets-le dans le chat, comme ça on l'aura. Voilà, oui. Et alors, des Tziganes vers Auschwitz, tout simplement parce que ils ne sont pas tous restés à Auschwitz. Donc, leur vie concentrationnaire ne s'arrête pas à Auschwitz pour 68 d'entre eux. Voilà, donc c'est pour ça des Tziganes vers Auschwitz. Michel Ackerberg, vous la posez une question. Oui, qu'est-ce que c'est que le quartier Mexique, s'il vous plaît? Alors là, je ne peux pas vous dire. Ah, d'accord. Non, là, je ne suis pas une spécialiste de Birkenau. Alors, il y avait par exemple le Canada dans le langage des... là-bas, il y avait différentes attributions. Il y a un autre camp des familles aussi. Il y a des spécificités selon les blocs. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le camp des Tziganes, le camp des familles était entouré vraiment de barbelés, donc ça ne communiquait pas. Mais alors c'est Tal Brutmann qui a écrit sur Auschwitz-Birkenau. Donc là, il y a pas mal d'ouvrages pour expliquer, parce que Auschwitz, en fait, était multiple. On parle toujours d'Auschwitz, c'est la métonymie pour la déportation, l'extermination, mais en fait, il y avait le camp de base. Il y a le camp d'Auschwitz qui est le camp de travail, commando, camp de travail, et il y a Auschwitz-Birkenau pour l'extermination. Et Antoine Lagrenet, je lui dis, mais vous, quand vous en parliez, qu'est-ce que vous disiez? Vous disiez Auschwitz? Et non, nous, c'était Birkenau. Donc, il y a vraiment des spécificités. Alors, bon, après, c'est vrai qu'il faudrait
étudié précisément Birkenau. Mais là je ne peux pas vous répondre. Est-ce que je peux… J'ai bien entendu que la question portait sur le mot Mexique. Oui. Oui, oui. Bon, alors je peux donner une explication peut-être. Il s'agit d'un camp qui n'était pas un camp, pas un sous-camp, c'est-à-dire qu'il a été le dernier aménagé, il n'était pas aménagé. C'était un peu le sous-développement, comme il donnait des noms de pays en fonction de la richesse. Le Mexique apparaissait, autant le Canada où on mettait les affaires, c'était le pays de la richesse, autant le Mexique, c'était le pays sous-développé. Parce qu'à l'intérieur de l'ensemble de Birkenau, ce n'était pas construit du tout. Certains étaient même sans baraquement, étaient à même la terre. Bon, voilà, c'était ça l'origine de ce terme qui a été popularisé parmi les détenus. Et de toute façon, oui, c'est vrai. Bon, là, je découvre, c'est vrai pour le Mexique. Bon, je connaissais le Canada, mais quand les Tziganes sont arrivés, les premiers Tziganes du Reich en mars 1943, les bâtiments n'étaient pas terminés, ils couchaient à même le sol. Et les toitures n'étaient même pas finies. Donc là, d'où la mortalité très, très importante. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci beaucoup. Il nous reste Oui. Bon, une question, est-ce que ces conférences seront disponibles? J'ai répondu que dans quelque temps, à la fin du cycle, il y aura une mise à disposition d'une chaîne YouTube qui va reprendre l'ensemble des enregistrements. Deuxième remarque, un certain nombre de personnes posent des questions dans le chat. C'est très bien. Ce chat est transmis aux intervenants, sauf que la plupart ont un avatar et moi, je ne peux pas faire correspondre l'avatar et l'adresse mail. Donc, si vous avez vraiment une question, à la limite, posez-la moi directement à francis.louage@outlook.fr. Voilà. Alors, une dernière petite chose quand même, là, je me suis quand même, vous l'avez remarqué, spécialisée dans les persécutions raciales. Et là, il y a un ouvrage qui va faire le point et qui est une synthèse sur toutes les mesures antisémites et déportations raciales dans le Nord-Pas-de-Calais, mais là, concernant les populations juives. Donc, c'est un ouvrage qui, je l'espère, va sortir en juin. Ou cet été. Donc là, on est en train de relire l'ouvrage, mais là aussi, c'est un ouvrage de synthèse sur toutes les spécificités de la zone rattachée à Bruxelles.